Et bonjour Internet, bonjour à toutes et tous. Oui, mon bon écran, il est là. J'espère, je me recale, que vous allez bien. Nous sommes le dimanche. Alors, attendez, je rebaisse la musique. Je sais qu'elle est trop forte quand elle est là. Dimanche 7 décembre 2025, on est sur le dernier live actualité de Stephen King de l'année. Salut Dead Hunter, bienvenue sur le chat. Il est 15h01, quasiment pile poil à l'heure. Aujourd'hui, comme d'habitude, on fait un tour de l'actualité de Stephen King le mois dernier. Grosso modo, depuis le dernier live, en général, il se passe un mois. Donc on se dit l'actu de King en novembre. Son actualité à lui, les projets d'écriture, les adaptations, les interviews, les produits dérivés, pas tous, mais quelques-uns quand même. Voilà, tout ce qui se passe dans l'univers de King. Et après, on jouera, j'ai rebranché ma Switch à mon ordi, on va continuer Tiny Bookshop, parce que ça fait longtemps. On n'avait pas pu jouer la dernière fois parce que j'étais en 5G. Je suis heureuse d'avoir retrouvé une connexion Internet stable et performante. Du coup, on va jouer tranquillement après Tiny Bookshop. C'est vraiment le jeu d'un dimanche après-midi où il ne fait que de pleuvoir, finalement. Je sais pas quel est le temps par chez vous, mais à Paris, c'est la pluie. Alors, il fait moins froid, mais je préfère froid et sec que la pluie. Voilà, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous êtes en mode plaid, café thé pilou aussi, comme moi. Pourri, oui, mais je crois que c'est un peu toute la France. J'ai vu qu'il y avait des alertes submersion, machin, avec le travail, j'ai ce genre d'alerte-là. Alerte inondation et submersion à certains endroits. Donc, c'est que vraiment, il fait un temps crado partout. Ah, tu m'as loupé, Nancy, trop déçue, désolée. Désolée, c'était trop bien. En effet, je pourrais en reparler, parce qu'on va reparler un tout petit peu de Running Man. Mais je peux en parler maintenant, c'est facile. J'étais avec Lloyd Cherry. Je sais plus si on en avait parlé au dernier live, parce que j'attendais que ce soit 100% confirmé pour les... donc Running Man, le film d'Edgar Wright, adapté de Stephen King, est sorti au cinéma le 19 novembre. La semaine qui précède, avec Paramount et Kinépolis, j'ai fait avec Lloyd Cherry, qui est un créateur de contenu spécialisé en science-fiction, qui a notamment le podcast C'est plus que de la SF, auquel j'ai déjà participé, qui est notamment rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, donc on est quand même sur une pointure. Tous les deux, on a fait des masterclass Stephen King à des avant-premières de Running Man. On avait fait le jeudi 13 novembre à Brétigny-sur-Orge, donc en région parisienne. Le samedi qui a suivi, c'était quoi du coup comme date? Ça devait être le 15 novembre, samedi 15 novembre, on avait fait L'Homme, qui est en banlieue de Lille. C'est un des plus grands cinémas du monde, avec 24 salles et tout, un cinéma incroyable. Devant plus de 200 personnes, ce qui était quand même un peu impressionnant. Et le dimanche, en effet, on a fait l'aller-retour à Nancy pour une séance à 16h. Donc les masterclass, c'était en gros 20 minutes de monologue de notre part, où moi je parlais plutôt un peu des anecdotes sur le récit de King, avec un petit peu aussi « Oh, bonjour !» Bonsoir, merci. Merci John pour le raid. Coucou Kirsis. Salut, bonjour tout le monde. Merci John. Merci John pour le live. J'ai mangé devant son live et je suis sortie de mon lurk alors que j'étais en train de lire. C'est vrai que j'ai fait juste un seul message et qu'après je suis partie. Est-ce que ça marche la commande SO? Oui, allez suivre John. Moi j'aime bien le suivre le jeudi pour les jeudis jeux durs. Il m'a replongé en enfance entre guillemets en jouant à Shinobi il y a pas longtemps. Il a fait la version Master System. Et là, il était sur un jeu rétro. Le dimanche, c'est jeu rétro. Donc, n'hésitez pas à aller suivre John. Merci beaucoup pour le raid de 142 personnes. Et bienvenue à tout le monde. On parlait des masterclass Running Man avec Running Man qui est sorti le 19 novembre, que j'ai revu hier en plus. J'y suis retournée hier soir. On disait, oui, donc c'était une demi-heure de masterclass. En gros, on discutait, nous, 20 minutes sur... l'œuvre de King, son roman, les anecdotes, parce qu'il y a quand même un contexte un peu particulier avec écrit dans les années 70, sorti dans les années 80, écrit en seulement une semaine, publié sous le nom de Bachman, tout ça. Donc l'idée c'était un peu de refaire tout ce topo-là sans spoiler, parce qu'en fait on parlait avant les diffusions, donc c'était des avant-premières, en plus on pouvait pas trop parler du roman. Lloyd, lui, parlait plutôt de la première adaptation avec Schwarzenegger, et avec un peu le prix du danger aussi. Et voilà, en gros, j'ai l'impression de pouvoir raid à cette heure-ci. C'est très gentil, merci. Oui, bon appétit, j'ai vu que tu t'étais donné faim en parlant de tarte aux noix et ce genre de choses. Bon appétit. Et du coup, mon avis sur le film, oui. Alors, pour l'avoir revu hier, moi, je trouve que c'est une
très bonne adaptation jusqu'à la fin. Évidemment qu'il y a des changements tout du long. Il est long, hein, c'est 2h16. Je trouve que on sent pas tant que ça les longueurs passées. Je vais vous mettre... On va mettre la bonne annonce pendant qu'on parle. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup rassurée quand même sur le film. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas eu l'occasion de donner mon avis sur le film ici. Alors attendez, déjà, hop. C'est... on avait vu ensemble hein, sur les bandes annonces de Running Man, on était sur un film qui donnait beaucoup l'impression qu'il allait être un film très humoristique. Et en fait, pas tant que ça. Je trouve que c'est probablement un des films d'Edgar Wright qui est le plus dans l'émotion. Et que c'est... Déjà, il y a un côté où on a quand même une adaptation très ambitieuse de King avec un film d'action qui ne s'arrête pas pendant plus de 2h15, qui ne s'arrête jamais, avec beaucoup de bruit, beaucoup de tirs, beaucoup de musique et quand même des vrais moments posés pour s'intéresser un peu à qui est Ben Richards, quelles sont ses émotions, qui il rencontre, qui l'aide, quels sont les enjeux, tout ça. Qui est cool, hein, moi j'aime vraiment beaucoup ce film. Je suis pas d'accord avec la fin et c'est marrant parce que les personnes, qu'elles aient lu ou pas le roman de King, ont tendance à un peu accrocher aussi sur la toute fin. Mais je pense qu'en fait, avec le ton général du film, ça sent que c'est une fin qui est pas dans le même ton que le film. Mais il est cool, moi j'ai adoré Running Man. Et vraiment, je l'ai revu hier et j'étais contente de le revoir. Et pourtant, 2h15 pour un film qu'on a déjà vu, c'est long. Et moi, je vais peu au cinéma, j'arrive assez peu à me poser pendant plus de 2 heures devant un film. Donc c'était vraiment cool. Relativement fidèle, mais l'ambiance et les incohérences de l'univers dans le film qui m'ont un peu sorti du truc. Oui, il y a pas mal d'incohérences. J'ai vu Dead Hunter que tu avais posté sur Discord tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de la regarder. La vidéo de Joueur du Grenier qu'il a fait, il me semble que c'était une sponsor Paramount, de toute façon. Paramount, ils ont fait c'est un film à gros budget, donc ils ont fait une promo de dingue. J'aimerais bien la retrouver pour la poster, elle est là. Je vais la poster dans le feed, ici... Oui, voilà, c'est ce que tu disais. En effet, il y a des incohérences, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Et je me dis, ça fonctionne suffisamment bien pour le cinéma. Donc pourquoi pas, au final. La critique fait partie de la sponsor, c'est vraiment pour faire une critique. Ok, d'accord. Ok, ça c'est cool. Donc comment ça veut dire aussi que c'est honnête dans l'idée. Écoutez, moi j'aime bien ce film, j'aime bien Edgar Wright. Je trouve qu'il arrive à faire du Edgar Wright tout en gardant un peu de King. Il ajoute des choses avec certains personnages, mais en fait, c'est ce qui nous permet de sortir un peu de tous les dialogues intérieurs de Ben Richards. En fait, c'est toujours toute la difficulté, c'est que King, il écrit beaucoup de dialogues intérieurs. Comment tu fais des dialogues intérieurs au cinéma, si ce n'est soit en mettant plus de personnages, soit en faisant plus parler les personnages qui sont là sur des sujets sur lesquels ils parlaient pas, pour un peu obliger l'acteur principal, Glenn Powell, a parlé de choses sur Ben Richards dont Ben Richards ne parle pas mais pense. Je sais pas si je suis très claire. Pour moi, les ajouts marchent bien. En effet, il y a des trucs un peu drôles, mais les aspects cyniques, c'est aussi fidèle à un peu l'œuvre de King, qui est globalement quand même très cynique de façon générale. Moi, je l'ai vraiment aimé. En ressortant hier, j'étais dans la même émotion que quand je l'ai vu la première fois. Je pense que des 4 films qui sont sortis adaptés de King cette année, rappelons dans l'ordre de sortie, il y avait The Monkey, adapté de la nouvelle Le Singe, il y avait Life of Chuck, adapté de la nouvelle La vie de Chuck, il y a eu Marche ou crève, adapté du roman Marche ou crève, et il y a eu Running Man qui vient de sortir. Merci Darjeeling pour ton follow, bienvenue. Je pense que c'est ma numéro 2 préférée. En tant que film et en tant qu'adaptation, vraiment tout compris. Et c'est pas mal, hein. Alors je garde Life of Chuck en premier, parce que c'est quand même d'une fidélité aberrante, et qu'en plus j'adore quand on montre autre chose de King à l'écran que juste l'aspect horrifique, ou l'aspect on tue des gens et on se fait tuer. Donc quand tu dis masterclass, ça veut dire une sorte de conférence d'avant-projection, c'est ça, exactement. Donc oui, nous on parlait pendant 20 minutes. Enfin, je pense qu'on tenait plutôt un quart d'heure. Moi, sur l'œuvre de King, enfin, notamment Running Man et toutes les anecdotes qu'on a sur son écriture, et Lloyd plutôt sur les adaptations, avec quelques anecdotes sur ce film-là, sans spoiler, parce que c'était avant, en effet. Et après, il y avait 10-15 minutes d'échange avec la salle, les gens avaient des questions, et du coup, c'était plutôt cool. Ah ouais, toi aussi, tu mets Marche ou crève avant Running Man, c'est fou, ça. Et Le Singe en dernier, on est d'accord, évidemment, hein, The Monkey. Mais voilà.
En vrai, moi je trouve que c'est plus un incontournable que Marche ou Crève. Marche ou Crève, les différences, elles me gênent beaucoup trop. Vraiment, et j'y repensais hier, à la fin de Running Man, on a quand même un moment donné où il traverse la foule, il traverse vraiment la foule, Marche ou Crève. La foule, c'est un personnage à part entière du roman, et elle est interdite dans le film. Et en fait, rien que pour ça, il y a quelque chose qui est loupé dans le message, dans le contexte, dans les intentions. Life of Chuck 18, Marche ou Crève 15, Running Man 12,5. Waouh! Oui, ouais, oui, bien sûr, c'est subjectif, il n'y a pas de souci avec ça. 12,5 de Hunter. T'es dur. Mais je serais curieuse de voir un peu le détail des notes, mais est-ce qu'on pourrait essayer de faire des tableaux de notation des adaptations, un peu l'échelle de Carrie qu'on fait dans le podcast Le Roi Steven, on pourrait. Très bien. Il y a un truc que je voulais vous montrer pour commencer la partie. Le conducteur. Je donnais un peu ma critique dans le Gen Spoil, oui, mais je me souviens l'avoir lu, j'ai plus en détail ce que tu avais dit. Je dis, il faudrait qu'on réussisse à faire un tableau de notation que tout le monde utiliserait, tu vois, pour se dire, ok, imaginons qu'on ait les mêmes référentiels et le même barème, où est-ce qu'on se positionne les uns par rapport aux autres. Est-ce que vous voyez ça ? Oui, très bien. On a donc, je ne l'ai pas encore mis à jour sur le site, parce que Never Flinch, qui est le dernier roman de King, qui est le 7. On a 7, ça y est, ou 6e 7. Attendez, la trilogie Mr. Mercedes, Outsider, Si ça saigne, Holly. Le 7e roman avec Holly Gimley paraît le 28 janvier 2026, et c'est pas avec le nom qu'on pensait que ce serait, c'est-à-dire qu'on pensait que ce serait Sans trembler. La couverture a été dévoilée, et en fait, c'est pas Sans trembler, c'est Ne jamais trembler. Ce qui... Moi, j'aime pas trop cette traduction-là parce que le Never Flinch de la VO, elle vient de Holly qui se répète tout le temps Never Flinch, Never Flinch, Never Flinch. Et l'idée derrière ça, c'est pas, elle dit pas ne jamais trembler, ne jamais trembler. Son idée, c'est de dire ne flanche pas en fait. Donc déjà, le flinch, le traduire par trembler, ça me gêne, et le ne jamais trembler, ça a pas vraiment de cohérence avec le contexte dans lequel il apparaît à l'intérieur du bouquin. Donc c'est un peu dommage, mais j'aime bien la couverture. J'aime bien qu'on soit sorti de ce truc tout blanc de la version américaine que j'aimais pas. Ça, c'est la version américaine. Et là, j'aime bien cette couverture, on est plus proche. La version UK, je crois. Il y a un article liste des adaptations des œuvres de SK sur Wikipédia, tu le connais, je suppose. Je sais pas si je pourrais dire que je le connais. Honnêtement, je vais assez peu sur Wikipédia pour les trucs qui concernent King. Je suis pas sûre qu'elle soit très exhaustive. En fait, j'ai pas le besoin d'aller sur cette page-là spécifiquement. Cette impatience à la note de Dead Hunter sur Bienvenue à Derry, j'avoue. Oui, ne pas flancher, tout simplement, on est d'accord. On est d'accord. Après, je comprends pas qu'ils aient changé la trad. Est-ce qu'on a besoin de refaire l'histoire des trades de Stephen King chez Albin Michel de naguère à nos jours? Je ne crois pas. On a toujours eu des problèmes, on en aura toujours. Preuve en est, une fois de plus, sur le choix du titre qui n'a absolument aucun sens par rapport au titre originel et le contexte dans lequel il s'inscrit. Et en plus, il y a un espèce de truc assez cool quand on lit un roman, de voir à quel moment va popper le titre. Par exemple, il y en a pour lequel c'est possible, il y en a pour lequel ça ne l'est pas. Par exemple, j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. En fait, c'est un titre descriptif, c'est pas un titre dont on va s'attendre à le retrouver en termes de lecture à l'intérieur du roman. Là, le Never Flinch, on le retrouve, c'est parce que c'est un gimmick qu'elle se répète. Et il n'y a aucun sens qu'elle se répète ne jamais trembler, ça n'a pas de sens. Oui. Ne pas trembler, oui, mais... on parle même pas de question. En plus, on parle même pas de trembler, on parle pas de peur, on parle juste de ne pas flancher, c'est-à-dire ne pas céder, ne pas rester debout face à l'adversité, rester fiable, rester, tu vois, c'est ça l'histoire de Never Flinch. Donc voilà, encore une traduction loupée pour Albin Michel, mais je rappelle, je vais mettre le site à jour à un moment donné dans la semaine. 28 janvier 2026. Cette VF qui sera sans doute traduite par Jean Hesch et sans doute peut-être pas tout à fait bonne, j'en sais rien. Oui, il fallait rester sur flancher.
Surtout que changer, ça a du sens en français. Donc, c'est pas comme si c'était un mot qu'on utilise peu et qui aurait perdu les gens, ou qui a un double sens. Enfin, c'est dommage. C'est toujours étonnant en tout cas, mais ouais, c'est dommage. On parlait des adaptations aussi. On parlait de Running Man. 8 sur 10, c'est pas si dur que ça. Hein. Tu parlais de... Ah non, 8 sur 20. 8 sur 20 pour Derry. Ah, c'est compliqué aussi, Derry, quand c'est... En fait, c'est même pas une adaptation, donc du coup... Je le comprends, le 8 sur 20. Je suis pas sûre de tout à fait le partager, mais... En fait, je prends plus de plaisir à les débriefer en live avec Mimi qu'à aller regarder les épisodes, et je pense que ça joue beaucoup sur la façon dont je les apprécie. J'ai bien aimé le dernier, mais il y en a qui me sont vraiment sortis par les yeux avant. Il y a des trucs qui fonctionnent toujours pas. J'ai un peu hâte de voir le 7 qui sort demain. On va en reparler de Bienvenue à Derry de toute façon. 8 sur 20, ouais, j'aurais mis... Je pense que je serais à 11, mais en effet, vu qu'elle invente énormément et qu'il y a pas mal de choses qu'elle invente qui me plaisent pas, le 8 sur 20, je le comprends. Si je vous fais le montage de Pennywise qui court à la cam en gesticulant, vous verrez que c'est mérité. Oui, en même temps, est-ce que on est surpris du fait qu'ils fassent exactement ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire exactement la même chose que dans les premiers films? Je ne crois pas. Mais ils ont quand même réussi à tenir jusqu'à la moitié de la saison, sans montrer Gripsou, qui est quand même leur plus gros gagne-pain. Et surtout, même dans l'épisode 6, on a eu le reveal d'une autre figurine. C'est-à-dire, on continue à avoir des figurines qui sont là depuis 3 mois et dont on n'a toujours pas eu les infos dans la série, et ça, c'est fort. On est surpris que Muschietti ait zéro sens de la mise en scène? Non. Et nous, on n'est pas surpris. On parlait de Running Man juste avant, dans le dernier rush de la promo, une semaine avant la sortie du film, et sachant qu'il est sorti beaucoup plus tôt que ça aux États-Unis, King et le réalisateur Edgar Wright ont fait une interview croisée pour BFI, qui est un site canadien, je crois, parce que Edgar Wright est canadien. BFI, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je sais plus. Est-ce que ça a vraiment une importance? Je suis pas sûre, mais... British Film Institute, ok, l'Institut du film britannique. Donc non, parce que Edgar Wright est évidemment anglais. Je m'ai flanché avec Bienvenue à Derry, on me laisse tomber. Oui, donc ils ont fait une interview croisée qui est très cool, dans laquelle on apprend beaucoup de choses, qui m'a servi évidemment pour la masterclass, dans le sens où King reparle un petit peu du contexte d'écriture, donc qu'il était professeur à l'université, il avait une semaine de vacances, qu'ils étaient dans une caravane avec tellement peu d'argent qu'il neigeait dans la caravane, et du coup il s'est dit ok, je vais l'écrire en une semaine pour essayer de sortir ma famille de cette situation-là. Et en fait, c'est littéralement ce que raconte l'histoire de Running Man. C'est un mec désespéré qui n'a pas d'argent, qui veut, en un temps record, trouver une grosse somme d'argent pour sa famille, et qui, du coup, se met pas à écrire un livre, mais participe à un jeu mortel. On retrouve les mêmes intentions, et Edgar Wright, donc King raconte un peu tous ces trucs-là, et lui, Edgar Wright, il dit ce qu'il aime dans l'univers de King. Il explique qu'il avait déjà essayé d'avoir les droits de ce film-là, et qu'il les a pas eu à l'époque, mais que... hasard du calendrier, ça sort en 2025 alors que le roman se passe en 2025, ça c'est marrant. King dit évidemment qu'à l'époque il n'aurait jamais pensé que la moitié de ce qu'il écrirait serait vrai, serait réel, que la fiction aurait dépassé la réalité dépasserait la fiction sur autant de sujets, parce qu'il est assez perturbant pour ça, mine de rien, le roman et du coup le film. Le film, quand on le voit aujourd'hui, on se dit oui évidemment qu'il y a des deepfakes, qu'il y a des trucages, et que les corpos, elles mettent de la télé-réalité pour détourner les gens des vrais problèmes, et que, en fait, ça nous paraît tellement évident dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a 50 ans, ça l'était pas. Il y a 50 ans, la télé-réalité, ça n'existait quasiment pas. Donc, imaginer tout ça il y a 50 ans et de taper autant dans le réel, c'est assez étonnant. Donc voilà, l'interview, elle explique un peu tout ça, et elle est vraiment super. Comme toutes les interviews de King, hein, je vous dirais... Côté adaptation, on a un projet de film qui devrait arriver, mais qui n'arrivera peut-être pas, parce que des projets de films autour de King, on en a beaucoup. Là, on sent que, en effet, il y a eu pas mal de films cette année.
Il y a eu quand même 3 beaux films, hein. Marche ou crève, je suis pas hyper fan, mais ça reste une bonne adaptation et un bon film, qui a pas trop mal marché au cinéma pour les ambitions qu'ils avaient avec. Donc avec en plus tout le matraquage qu'il y a eu autour de Bienvenue à Derry, tout ça, on sent qu'il y a de nouveau un regain pour les adaptations de King. Donc on a une nouvelle du Bazar des Mauvais Rêves qui s'appelle Mister Yumi, qui a été optionnée pour devenir un film. Et on verra ce que ça donne. Parce que pour l'instant, c'est juste, les droits ont été acquis. On ne sait pas ce que ça donnera. On ne sait pas exactement pour qui. On ne sait pas dans quel délai. On ne sait pas où en est la pré-production. Donc voilà. Un projet sur lequel on a eu des infos en revanche, c'est la série Carrie. Aucun souvenir de la nouvelle. Ah oui, les derniers jours d'Olly Franklin, un homosexuel âgé qui est certain de mourir bientôt en raison des fréquentes visites d'un bel homme appelé Mister Yumi. Moi, quand je lis ça, ça me parle, mais en effet, je serais incapable d'en dire plus. Du coup, la nouvelle, l'adaptation sur laquelle on a des nouvelles, c'est l'adaptation de Carrie par Mike Flanagan, que moi j'attends parce qu'en fait j'ai tellement aimé Life of Chuck que je me dis ok, maintenant j'étais déjà conquise par ce que faisait Flanagan. Pour avoir revu Jessie cet été, je me suis dit oui ok, en fait il fait les bons choix, les bons compromis, il y a des choses qui sont très ok, qui sont vraiment très bien. Ce qu'on sait de Carrie, c'est que ça sortira très probablement à la rentrée 2026, donc rentrée scolaire, genre septembre-octobre, ce qui la cale bien pile pour la rentrée et pile avant Halloween parce qu'elle fait 8 épisodes. Donc imaginons un épisode par semaine, ou alors 4 début septembre et 4 début octobre, ça cale bien le timing pour être et à la fois rentrée scolaire et à la fois avoir le finish avec le bal dans le sang et les flammes juste à temps pour Halloween. Je trouve que c'est plutôt un bon timing. Matthew Lillard, qui est dans le film, dans la série, qui joue un des professeurs, est hyper emballé par le casting, par la direction artistique. Il a vu les 3 premiers épisodes, il a adoré, machin. J'aime beaucoup cet acteur, donc je suis contente qu'il soit souvent chez des King avec Flanagan, parce que là c'est une photo de lui quand il est joué dans Life of Chuck. Et on le voit pas longtemps, mais il était très touchant. Ouais, Carrie, ça t'attire pas de ouf. Notons que sur Carrie, Flanagan a réussi à convaincre King en lui vendant le côté hyper moderne de qu'est-ce que c'est qu'être une jeune fille harcelée aujourd'hui dans les lycées quand on est aux États-Unis avec les menaces de tuerie de masse, donc du coup les détecteurs de métaux aux entrées, c'est plus tout à fait les mêmes menaces quand même, ni les mêmes enjeux, et aussi les réseaux sociaux. Donc l'idée de Carrie, c'est ça. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir en effet ce que Flanagan saura prendre comme liberté. Ça me dérange pas qu'on prenne des libertés sur Carrie si on part du principe que de toute façon il va mettre ça dans les années 2020 et forcément il y aura des libertés. Donc ça m'intéresse, ça a intéressé King aussi, donc c'est pour ça qu'il lui a filé le projet. Donc a priori plutôt rentrée 2026, Amazon Prime. La forme change, mais le fond est le même. Oui, bien sûr que le fond est le même, mais du coup tu peux... En fait, je pense qu'il y a un vrai sujet de le cinéma et les séries peuvent aussi servir d'objet de sensibilisation pour certaines choses et de ressortir en 2026 une adaptation de Carrie qui va venir remettre à leur place certains tropes de harcèlement et tout. Je trouve ça cool, tu vois, ça fera un nouveau support, ça fera une nouvelle occasion d'en parler. Donc de ce point de vue-là, c'est bien aussi. Mais moi, je suis pas fan. J'aime bien celle de De Palma, qui est vieille, que j'ai découverte assez tard. 76, le Carrie de De Palma. Donc, Brian De Palma, Carrie. 76. Donc, moi, j'avais moins 10 ans à ce moment-là. Donc, quand je l'ai découverte, le film avait déjà, je pense, au moins 25-30 ans, parce que je suis pas sûre de l'avoir vu avant 15 ou 20 ans. Il avait déjà vieilli, donc, et quand celui avec Chloé Grace Moretz est sorti, j'ai détesté ce film, et du coup je me dis, j'ai pas un Carrie que j'aime bien, malgré tous les Carrie qui ont été faits. C'est sorti quand ça ? 2013 ? C'était relativement insupportable. Et du coup je me dis, cool, probablement on aura un truc plus intéressant.
où on aura plus de temps de développer aussi beaucoup de choses, notamment l'emprise de la mer aussi, parce que c'est un format série, 8 épisodes de 50 minutes, on a vraiment le temps de faire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses dans le tout petit roman de King, donc en vrai c'est plutôt cool, moi je suis contente. Enfin je suis pas hostile quoi. Je suis pas hostile, versus d'autres où j'ai pu être hostile en me disant franchement quel est l'intérêt. Là je me dis ouais ok pourquoi pas, j'aurais envie de la voir. Je pense que j'aurais vraiment envie de la voir. Coucou Lendel, bienvenue. On finit la partie adaptation avec la région toulousaine qui nous régale chaque année de nouvelles adaptations de King. Rappelons qu'ils avaient fait déjà un Misery et la région de Toulouse nous a déjà fourni King Hotel qui était quelque chose de très très librement adapté de Shining en pièce de théâtre, on parle, et une version de Misery aussi en pièce de théâtre, qui n'est pas la même version que celle qui avait été jouée aux États-Unis, n'importe quoi, à Paris, qui a tourné plusieurs fois, qui a été bloquée par le Covid et puis qui est revenue, tout ça. On a de nouveau une nouvelle adaptation de Misery au théâtre. Moi, pour avoir vu la version qui avait été jouée à Paris, je trouve que Misery, ça fonctionne très très bien au théâtre, parce que c'est un huis clos avec 2 personnes, il y a juste un flic qui vient à un moment donné, on n'a même pas besoin de le voir, ça fonctionne très très bien en termes de mise en scène, on peut faire beaucoup de choses très sympas. C'est en ce moment, c'est à Launaguet, donc vraiment juste au nord de Toulouse. Ça s'appelle Annie, et c'est une adaptation qui reprend un peu et le film et la première pièce de théâtre qui avait tourné en région toulousaine. Ouais, ça s'y prête super bien. J'avais adoré la version qui avait été jouée à Paris. Ouais, les captations, je pense que c'est cher. Je pense que c'est. Misery au théâtre à Paris, c'était laquelle? Théâtre Héberto, c'était ça, tout à fait. Avec Myriam Boyer et Francis Lombraille, et c'était trop bien. Attendez, on va la regarder, trop cool. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a à Toulouse, mais ça donne un peu une idée de ce que peut être Misery au théâtre, et c'est trop bien. Vous avez eu un accident de voiture, j'ai bien cru que c'en était fait de vous. Vous ne bougez plus, rien ne peut vous arriver. Je suppose que ça relève du miracle que vous m'ayez trouvé. Je vous suivais. Un autre écrivain, moi. Profond, sérieux. Mais Misery, c'est sérieux. Enfin, c'est vous qui l'avez écrit, alors je veux le lire. C'est plein de gros mots, c'est grossier. Et ben voilà, je l'ai dit. Il faut que vous débarrassiez le monde de cette ordure. C'est la seule copie qui existe au monde. Brûlez-le maintenant. Je suis votre fan numéro 1. Trop bien. C'est un thriller psychologique, hein, Misery, donc ça fonctionne très bien. Donc si vous êtes en région toulousaine, essayez d'aller voir Annie. Je pense que c'est un tout petit théâtre, je pense que c'est pas cher du tout. Donc, c'est pas là. 12 €, voilà, c'était ça. Franchement, ça vaut trop le coup. On a assez peu d'adaptations de King au théâtre ou de choses autour de King en France. Faut vraiment en profiter. Et en plus, il faut aller faire ça le comble parce que... Ah, j'ai eu un abonné, mais ça me l'a pas marqué. Attendez. Ah non. Attendez, qu'est-ce que je disais En fait, il y a, par exemple, le spectacle avec les musiques des adaptations de King qui était prévu à Paris le 31 octobre a été annulé. Il a été annulé parce que les médias ont peu relayé. Du coup, ça s'est pas rempli. Ça leur coûtait trop cher à faire versus ce que ça leur rapportait. Parce que vraiment, je pense que ça s'est pas du tout rempli. Et moi, la personne de la production que j'avais eue était vraiment très, très en colère.
ou avait l'air en tout cas vraiment très très frustré. Et je me dis, voilà, c'est ce genre de choses, ce genre d'initiatives, il faut les soutenir parce qu'après, moi je vois beaucoup de monde se plaindre qu'il se passe jamais rien en France, mais quand il se passe des choses, il n'y a personne au rendez-vous. Donc là, on est sur un petit théâtre de la banlieue toulousaine. Il faut, en plus, c'est privé, c'est indépendant, donc ça vaut encore plus le coup d'être soutenu, je trouve. C'est une super initiative. On sait que ça marche bien en plus, Misery au théâtre, donc c'est ok, c'est très bien. Voilà. L'affiche est cool en plus, j'aime bien ce côté avec le Annie à l'envers, c'est marrant. Allez voir Annie au théâtre, comment elle s'appelle, au théâtre Molière de Lonagay. Voilà, en gros. Et ils m'ont rien demandé, hein, je leur ai jamais parlé. Je suis pas du tout sponsor. Côté bazar, il y a eu quelques podcasts que vous connaissez et que vous suivez déjà, j'en suis persuadée. Je vous remets dans le chat le lien. Le roi Steven, on a littéralement retrouvé un épisode qu'on n'avait pas publié, donc un épisode sur Sable qui a été enregistré cet été, qui est sorti au mois de novembre. Sable étant une nouvelle du recueil Brume. Coucou Udor, j'avais vu Misery un épisode de théâtre en stream payant, c'était une petite compagnie de théâtre suisse, j'ai aimé mais je crois que je préfère avec Myriam Boyer. Trop bien, avec en stream payant, c'est une bonne idée de faire ça aussi, de le faire à distance. Et oui, moi j'ai vu celle avec Myriam Boyer. Il y avait des effets de mise en scène qu'on voit pas là dans la bande-annonce parce que les bandes-annonces en général elles sont tournées avant que avant que toute la mise en scène soit terminée parce que du coup c'est des bandes-annonces qui sont faites pour attirer les gens, donc elles sont enregistrées avant les premières représentations, donc en général c'est pas complètement abouti en termes de mise en scène. Il y avait des effets qu'on voit pas là mais elles donnent quand même envie quoi. Elle donne quand même envie. Donc on était sur les podcasts, donc Sable au roi Steven, et après sur les podcasts habituels, il y a eu évidemment une nouvelle Gazette du Maine qui est votre podcast sur l'actualité de Stephen King que je ne fais que une fois par mois en ce moment, parce que c'est le temps que j'ai, vu que ça me prend un morceau de dimanche quand même. En plus ça suffit largement avec le peu d'actualité qu'on a. Donc une fois par mois sur toutes vos applis de podcast et aussi sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Et pareil, une fois par mois, mais là, tous les 19 du mois, c'est la 19e Palabre, le podcast sur la tour sombre que je fais avec Grand Poil et Zéphiriel. On est en plein dans les loups de la Cala. On est en train de passer la moitié avec mes passages préférés des loups de la Cala, notamment Hot qui salue la Cala et Jake qui s'amuse dans le foin et dans la grange avec son ami Benny. Voilà, c'est vraiment le dernier épisode. Hot salue. Le prochain épisode, Jake joue dans le foin. C'est mes passages préférés de loin, de très très loin. Callahan, le nom pistolero, il wish mais il est pas du tout pistolero. Et voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc une fois par mois pendant 1h30 à 2h, là on est sur 1h25 donc ça va. On décortique quelques chapitres de la Tour Sombre et on relit, on en est au tome 5. Ça sera un pistolero dans le tome 7, on verra. Ah d'ailleurs, est-ce que je vous l'ai dit à vous, je vous l'ai peut-être pas dit, alors attendez. Je sais qu'on avait vu ensemble la dernière fois les nouvelles couvertures de J'ai lu chez la Tour Sombre. Avec ce truc où ils ont fait une maquette où il y avait 8 bouquins, où il y avait 9 bouquins et pas 7, je sais plus. La date est repoussée, mais je vous l'ai dit ou pas, je sais plus. La date est repoussée au 14 janvier 2026. Ça aurait dû être le 19 novembre. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer les bouquins en fin d'année pour que je puisse vous les montrer. Donc je pense que je les relancerai genre autour de Noël si j'ai pas de nouvelles. Parce que j'aimerais vous les montrer au live de janvier, tant qu'en faire avant que ça sorte. Donc je vais peut-être les relancer cette semaine, pour être sûr. Je vous dirai. Je crois que je dois être une des seules à m'être jamais attaquée à la Tour Sombre. Je peux pas trouver mes films derrière. Alors, le film n'existe pas. Rudor, je t'en conjure, sors-toi ce film de la tête. Il faut lire les bouquins et surtout, il faut passer le premier, qui est petit, mais qui est compliqué à aborder parce qu'il a un historique d'écriture un peu particulier. C'est-à-dire que King a publié des nouvelles un peu à gauche à droite, qui étaient un peu toutes dans le même univers avec le même personnage, et un jour ça a été tout rafistolé, et quand ça a dû être publié sous la pression des fans, vraiment au grand public, il a un peu réécrit machin, on sent que c'est un livre qui n'était pas pensé comme un livre et qui a été rafistolé plusieurs fois. Il est un peu rude, mais ça vaut la peine de s'accrocher. Mais il est tout petit en plus le pistolero, donc c'est facile de juste lire ça et après de vraiment être emporté. J'ai un questionnement sur le monde clé qui est un peu compliqué à exprimer à l'écrit.
En vrai, Dead Hunter, fais-moi un vocal et on écoutera. On pourra écouter. On enregistre mercredi soir, donc on pourra écouter ton vocal mercredi soir si j'arrive à leur. Je leur enverrai de toute façon. Il repousse le temps de trouver le 9e livre. Oui, certainement. Très probablement. Ils se sont dit merde, putain, on est trop cons. Attends, est-ce que ça a été corrigé? On avait vu ça sur Amazon, sur la fiche Amazon, on est d'accord, hein? Je crois que c'est The Hunter qui avait dit il y a les descriptions sur Amazon et tac tac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Eh non. Ça me fait toujours rire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, non, on est bon. On est bon. Donc là, ça veut dire, oui, non, on n'a pas vraiment passé la moitié du cycle, là, on est dans les loups de la cala. 5, 6, 7, ouais. C'est pas gros en termes de pages, c'est bien. Non, le pistolero, il est petit. En fait, ça te dit à quel point le truc, il fait à l'arrache, tu vois. C'est fou, hein. Moi, c'est mon métier, la communication, et il y a, dans aucun monde, on raconte pas ces trucs-là, quoi. Après, les mecs, ils ont mis le Seigneur des Anneaux sur le tome 4, alors... Putain, on a des mélanges d'anciennes couves et tout, c'est n'importe quoi, Amazon. Bref. Voilà, sur la partie bazar, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, on a en anglais. Alors, Creepshow, la série, elle est terminée, mais Creepshow, la licence Creepshow continue de vivre. Alors, on a toujours zéro news du jeu vidéo qui est censé arriver à un moment donné et qui n'est toujours pas là, que moi, j'avais hâte de tester en live avec vous, mais écoutez, tant pis, on le fera pas. Voilà, il y a un recueil de 13 nouvelles dans l'univers de Creepshow qui arrive. Je pense que c'est uniquement des nouvelles gore et drôles à la fois, par des auteurs et des autrices que moi je ne connais pas. Je les relis, mais je ne connais personne de ces noms-là. Non pas que je sois hyper calée, mais je les connais pas. Et voilà, ça sort en anglais, ça sort le 19 mai 2026. On n'a pas d'infos sur une VF et je doute vraiment que cet ouvrage soit un jour traduit parce que c'est en général assez peu traduit et ça n'aura pas vraiment de public en France. Le jeu Stephen King F13. Quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? On en a parlé de ça déjà? Casual Games, ça veut pas Pesto Studio, release, machin. No swimming, virtual aquarium in which players can feed various animals, including a dog, rhinoceros, and a horse, the fishes, the fish are not dead. Oh waouh! Ça a l'air trop chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le lien avec Stephen King? J'ai envie de demander une clé de digital copy of Stephen King short novella. Pourquoi il y a tout est fatal dans ce jeu vidéo? Quoi? Mais non, mais moi je veux pas du tout avoir des animaux en aquarium. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le seul jeu officiel SK, c'est très mauvais, et tout est fatal inclus. J'ai commencé Alan Wake 2 hier. Enfin, on a commencé Alan Wake 2 hier. Pas sûr d'aller au bout du truc parce que c'était chiant. Ok. En vrai, bien sûr que j'ai envie de jouer à ça. Mais est-ce qu'il est encore disponible légalement et gratuit? Enfin, tu vois. Parce que moi, je peux l'acheter. J'ai un petit peu de sous avec... comment dire? Avec le Tipeee, j'ai un petit peu de sous. Surtout que j'ai viré la freelance, donc je vais être remboursée. Mais... j'ai 2 versions Big Box PC. Ah, bah en physique. Ah, en physique. Mais j'ai pas de lecteur de CD sur ma tour, monsieur.
J'ai une toute nouvelle tour, mais j'ai pas de lecteur de CD. Je sais pas si ça se lance encore sur des Windows actuels. Ouais, il y a ça aussi. Faudrait tester. Et du coup, si tu l'as en version physique, on est d'accord que c'est en CD, c'est pas une clé. Mais en vrai, il doit bien pouvoir se télécharger quelque part, non? Après, je sais qu'il y a plein de trucs qu'on a fait parce que je voulais pas faire des versions piratées. Écoute, on creusera le sujet. Moi, je suis assez chaude pour y jouer. Hein. Ça peut être marrant. Oh là là, c'est horrible. Vraiment, le vert fluo, le rouge dégueulasse sur fond noir, c'est 100% années 90. Ça date de quand? 99, ouais, voilà. C'est trop mauvais. Je me doute que c'est mauvais, mais en vrai, au pire, si ça nous occupe un quart d'heure, ça nous occupe un quart d'heure, mais c'est rigolo. Ça me ferait un contenu pour la chaîne YouTube, tu vois. Je montrerai que je fais autre chose sur YouTube que juste des replays. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je voudrais voir ma chaîne. Où est-ce que je peux voir mes vidéos? Ah mais non, vous allez voir mes stats là, wesh. Affichez votre chaîne, c'était là. Ah non, c'est pas le bon compte. Bon, tant pis. Bref, au pire, ça fera du contenu. Un design à l'atomique. Oui, complètement, 100% un design à l'atomique Knockers, on est d'accord. J'ai l'impression d'acheter le jeu. Ok. En vrai, oui, ça m'intéresse. Sur un truc comme ça, on risque rien, c'est ok. J'ai plus grand chose à dire, hein, je crois. Ah si, à ça. Mince, ça c'est pas ouvert au bon endroit. Il y a la convention dédiée à King qui revient. Elle est à Atlantic City cette année, enfin l'année prochaine du coup, mais pour la prochaine édition, du 22 au 24 octobre 2026. La première qui s'était tenue à Las Vegas, la grosse critique qui pouvait être faite, c'est qu'il y avait vraiment un côté marchand très très fort, c'est-à-dire, déjà c'était plus sur ses adaptations que sur lui. Les personnes qui étaient présentes étaient là pour vendre les livres qu'ils avaient écrits sur les adaptations de King, les illustrations qu'ils avaient faites pour certaines des éditions de King et tout, et les tables rondes tournaient pas vraiment beaucoup autour de lui, ses thématiques, sa vie, son regard sur l'Amérique, son regard sur l'horreur, qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il a apporté, machin truc. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, des tables rondes sur la figure de l'enfance, une table ronde sur la figure de l'écrivain, une table ronde sur le multivers, enfin il y a 1 milliard de trucs à faire et c'était pas le cas. C'était beaucoup des gens qui en fait voulaient se faire de l'argent. Je sais pas trop l'an prochain ce que ça donnera. Ce que je sais, c'est que j'irai pas de toute façon. J'étais pas allée à la première à Vegas, j'irai pas à la prochaine à Atlantic City. Je pense que ça a vraiment pas un intérêt suffisant. Quand bien même si King y allait et on sait qu'il ira pas, je suis même pas sûre que je me déplacerai. L'Ailja de l'Ailja's Library, qui est le site en anglais d'actu sur King, lui, il y sera, mais il a beaucoup de livres sur King à vendre, donc je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de la publicité, hein, et c'est normal, il aurait tort de s'en priver, mais il y sera, quand bien même il connaît des choses quand même intéressantes sur l'œuvre. On n'a pas encore le programme des tables rondes, voilà. Moi, je suis un peu sceptique sur cet événement-là depuis qu'on sait comment s'est passé le premier, donc ça a le mérite d'exister, mais c'est pas... pour moi, ça n'a pas le bon angle, ni sur les sujets, ni sur la façon dont c'est fait, donc voilà. Du coup, et sinon, oui, je voulais vous rappeler, pardon, que sur Tipeee, en plus des goodies que j'envoie toujours de mes petites mains chaque mois quand vous faites des dons, je rappelle que Stephen King France est une association et que je ne me rémunère pas, mais que du coup, il y a des... ça coûte des sous avec, par exemple, là, je suis en train de faire un contrat avec quelqu'un pour avoir vraiment un site internet qui tient la route parce qu'il plante tous les 2 mois et c'est relou parce que c'est toujours la panique de pourquoi ça a planté, qu'est-ce qu'il faut aller voir chez l'hébergeur, machin truc. Donc avoir un suivi de quelqu'un qui sait gérer des sites WordPress, ça sera pas trop mal. Il y a des frais fixes, il y a du matériel, tout ça, et donc moi je me rémunère pas, mais ça paye ces choses-là, avec des goodies que je vous envoie de mes petites mains. Et aussi, depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y a des newsletters
qui partent chaque premier du mois avec un récap de toute l'actu de King du mois qui a précédé, et aussi une petite partie où je discute de ce que j'ai lu et que j'ai aimé et que vous pourriez probablement aimer aussi. Voilà. Je voulais vous rappeler que le Tipeee existe et qu'il y a un seul contenu exclusif au Tipeee, c'est cette newsletter-là. Moi, j'aime pas trop les contenus exclusifs parce que j'ai pas envie que les gens payent pour avoir accès à des choses. C'est pas la façon dont je vois les choses à la base. Mon idée, c'est vraiment de propager la bonne parole et propager des informations. Mais voilà, c'est un nouveau format, c'est la même chose que je fais dans la Gazette, c'est la même chose que je fais ici, mais c'est un autre format, un contenu exclusif. Je t'avais déjà demandé via le Discord. Je confirme que depuis la Suisse, c'est dispo. Les goodies ou la newsletter est dispo de partout. La Suisse, je peux en envoyer, il faut juste en effet qu'on en parle avant, parce que vu que je fais des envois suivis pour être sûr que ça ne soit pas perdu, ça coûte plus cher. Donc il faut juste qu'on en parle avant que tu fasses ton don, et je te dis en fonction du palier que tu veux prendre, combien tu veux rajouter. Mais du coup, si tu m'en avais parlé sur Discord, je suis étonnée de ne pas t'avoir répondu. On en reparle en MP ou sur le chaîne Discord qui est dédié, si tu veux. Je remets le Discord pour tout le monde, n'hésite pas à venir. Les goodies, oui, ok. Oui, en Suisse, c'est possible, c'est complètement possible. Juste, c'est un peu plus cher, donc il faut rajouter au bout. En général, c'est 6 €, je crois. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire, Danito, on n'en a pas reparlé. Mister Mercedes est disponible sur Netflix. Et je vois passer des trucs sur la série partout. C'est-à-dire que l'avantage quand même à Netflix, c'est quand quelque chose arrive sur Netflix, ça passe tout de suite dans le grand public. Mister Mercedes, moi c'est une série que j'adore, sur une trilogie de romans que j'adore aussi, et qui est assez peu connue en France parce que ça n'a pas été diffusé sur des chaînes qui sont très suivies. Et donc le fait que ce soit arrivé sur Netflix, c'est une espèce de regain d'intérêt sur l'aspect polar de l'œuvre de King, qui est trop cool. Je suis trop contente de voir des gens découvrir cet aspect-là de King, découvrir King, redécouvrir King, avoir envie d'aller lire les livres, machin, truc. Ça marche très très bien, le Mister Mercedes sur Netflix. Et donc toi, tu te dis, ça a été un vrai régal, encore une fois, malgré les différences dans les saisons 2 et 3. Oui, ils sont un peu arrangés entre les deux livres en inversant les histoires, mais je suis trop contente que... c'est toujours ce qu'on dit ici à chaque fois qu'il y a une adaptation, c'est ce côté de un peu démarginaliser l'œuvre de King et montrer... moi, je suis contente de pouvoir dire à ma mère, regarde les nouvelles adaptations de King, celle-là tu l'as pas vue, probablement je pense que tu vas aimer, regarde et puis on en parlera, ou à ma sœur qui lit pas, elle lit pas de King forcément, et donc du coup ça me permet de pouvoir échanger avec elle sur un sujet que j'aime, et c'est vraiment cool. Oui, la série est très bien. La série est vraiment chouette. Allez la regarder si vous l'avez pas vue encore. J'avais quoi d'autre pour vous ? Bah non, mais c'est tout. C'est tout, c'est fou. La dernière partie, c'est la partie agenda. Mais je crois que tout ce qu'il y a dans l'agenda pour décembre, c'est les lives que je fais ici, donc dont vous êtes au courant, avec Mimi sur les débriefs de Bienvenue à Derry. Et c'est marrant parce que j'ai un doute sur un truc. Donc c'est tous les mardis soirs. Mardi dernier, on a eu un empêchement. Donc du coup, on n'a pas fait l'épisode 6. Donc ça veut dire que ce mardi, on débrief l'épisode 6 et l'épisode 7 à 20h. Je m'étais dit que ça serait bien de lancer un peu en avance parce qu'on en aura pour longtemps. Mais je suis au travail, moi, mardi, donc je suis pas sûre de pouvoir lancer avant 20h. On va rusher un peu épisode 6, épisode 7. De toute façon, il y a un peu moins de théorie maintenant qu'on a bien avancé dans l'histoire. Et il y a un truc dont j'avais un doute, parce que je me tiens depuis le début qu'il y a 9 épisodes. Et je suis plus tant sûre que ça qu'il y ait 9 épisodes. Qu'est-ce que je cherchais ? Bienvenue à Derry, épisode... Moi, mon appli de suivi des séries, elle me dit qu'il y en a 8. Et j'aimerais bien confirmer ça... Est-ce que... Ah si, oui, en fait, il est prévu sur Rotten Tomatoes, donc c'est bien qu'il y en a 9, on est d'accord. Jusqu'au 22 décembre pour la France, 21 décembre pour les États-Unis. Ça va être long, trop bien. On travaille, j'espère que ça va pas être trop long, on va essayer de... On n'est pas obligé de autant résumer et redétailler à chaque fois, donc on peut aussi se détendre un peu. J'avais commencé Dome, ça commence bien, et comme plein de séries, ça devient n'importe quoi vers la 6e. Oui, Dome... La première saison est globalement ok. Après, ça part un peu en couille.
Ouais, moi, c'est vraiment, tu sais, j'ai une application où je peux suivre, c'est TV Time, c'est ça, où je suis à quel épisode, enfin, comme ça, je peux mettre les films que j'ai vus, ce qui est très peu, et surtout, je peux suivre les séries où j'en suis, et en fait, dans TV Time, il n'y a que 8 épisodes d'inscrits. Tu vois, 6, 7, 8. Il n'y a pas le 9e, et donc, du coup, ça m'a mis le doute. C'est institut de... Ah oui, ouais, alors depuis l'Institut, je peux te dire que l'Institut, ça a fait passer la pilule de d'autres adaptations assez facilement. Sur les sites US, ça marque 9, et en France, je vois 8 partout. Ah ouais, ok, ouais. Non, je confirme, on est vraiment... le 7 sera disponible demain, donc le 8 décembre, en France, hein, parce qu'aux États-Unis c'est ce soir, mais du coup c'est dans la nuit pour nous. Le 8 sera disponible le lundi 15 décembre, et le 9 sera disponible le lundi 22 décembre. Donc nous, le live débrief de l'épisode 9, on le fera en janvier, parce qu'on est en vacances à ce moment-là. La Parking, il y a des auteurs ou autrices dont tu es vraiment fan. Oui, moi je suis très très fan de Mariana Enriquez, qui est une autrice d'Argentine et qui écrit de l'horreur absolument incroyable. C'est trop bien, il faut lire Mariana Enriquez. Alors si vous n'avez pas peur des gros pavés, lisez Notre part de nuit, hein, qui est vraiment son masterpiece. Sinon, elle écrit des recueils de nouvelles qui sont vraiment très bien, et je pense que le dernier qui est sorti, que je suis trop contente parce que j'ai pu me le faire dédicacer, mais pourquoi on ne le voit pas? Édition du sous-sol, parce que je l'ai vu à une rencontre, du coup j'ai pu me le faire dédicacer. Là, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, c'est son meilleur recueil de nouvelles, je pense. Et il y a quelque chose, vous retrouverez... en fait, c'est du King plus subtil, mais il y a une espèce de côté où elle va nous décrire des quotidiens qui sont des quotidiens compliqués, parce que quand même, la dictature en Argentine, elle a laissé des traces. Et du coup... il y a un côté où déjà on a des gens qui sont dans le mal à cause de l'histoire, vraiment l'histoire avec un grand H de leur pays, et elle va jouer beaucoup sur les légendes et les croyances qui se sont développées à ce moment-là, et sur un truc très kingien de le surnaturel qui survient dans un quotidien qui n'est pas surnaturel, et qui du coup, beaucoup de fois, elle va laisser juste le bénéfice du doute sur ce qui est en train de se passer. C'est très subtil, en termes d'ambiance, c'est magnifique, c'est extrêmement sombre, c'est vraiment très déprimant, mais moi, Mariana Enriquez, c'est vraiment c'est une passion, quoi. Si j'avais que ça à faire, je ferais Mariana Enriquez France. Non, The Institute, c'est pas bon. Et pourtant, en effet, c'est Jack Bender, mais comme quoi, un seul producteur, ça suffit pas. Je pense que c'est surtout très très mal écrit et très très mal dirigé, The Institute. Ah voilà, je m'envisage sur les roulements maintenant. Oui, coucou, c'est lui, Caris. En effet, les roulements à billes, c'est nous. On est tous des roulements à billes ici. Jack Bender, c'est un bon pourtant, c'est la main réelle. Oui, mais en fait, une adaptation, c'est pas fait que par une seule personne. Donc en fait, mais comme Flanagan, en fait, on pourrait se dire, Flanagan, il a fait des super adaptations pour peu qu'il... Enfin, après, il a un regard un peu plus exigeant sur le scénario et la mise en scène, mais quand même, quoi. VSS, oui. Je dirais, en vrai... j'essaye d'avoir... oui, si, VSS, oui. Il y a vraiment beaucoup de triggers, parce qu'on est vraiment sur des violences du quotidien. Donc... des enfants, des femmes enceintes abandonnées, des enfants qui disparaissent, des enfants qui sont démembrés, vraiment ce genre de choses. C'est pas toutes les nouvelles. Je saurais plus te dire de tête lesquelles, mais on est dans le quotidien d'un pays qui va mal, donc ouais, forcément. Il a plusieurs adaptations d'œuvres de King en comics, mais est-ce qu'il a écrit un scénario original pour un comics? Non, il a participé à... comment ça s'appelait? Vampire, je sais plus quoi, là, au tome 1. Comment ça s'appelait? Je l'ai, au pire je vais le chercher. American Vampire. Il a participé au tome 1. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il est assez peu présent en comics. Parce qu'après, il y a des adaptations. Mais c'est pas lui qui les a écrites. Ouais, fatalement.
Je sais plus s'il y en a dans notre part de nuit, mais c'est un tel gros pavé. Il y en a probablement. Bah voilà. Je crois je vais faire une pause extrêmement rapide qui va me permettre de me moucher et d'aller me refill en eau. Et après, on va jouer à Tiny Bookshop. Ça nous permettra de continuer à discuter et surtout à remplir nos piles à livres. C'est la fin, en tout cas, de la partie adaptation... Enfin, c'est la fin de la partie actualité de King. Donc c'est la fin du replay en YouTube. Merci pour les chaînes qui... Pour les personnes, oh là là, je vais aller reprendre des vitamines. Pour les personnes qui ont suivi jusqu'ici le replay, si vous voulez voir la partie jeu, ça se passe en replay directement sur Twitch. Et aux autres, je vous dis à tout de suite. Merci Caris, bon lurk, et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.